Bien. Alors, je m'appelle Gwendal Bourdet, je vais rentrer en cinquième année et je suis en stage à l'IETR depuis début juillet, donc sous la direction de Luis Morin et Pierre-Luc Calara. Et je vais vous présenter donc, ce que j'ai fait dans le cadre du projet Deep Tech. C'est faire la démonstration en fait de ce que c'est qu'une bitrack ladder à l'athlétique. Donc d'abord, je vais expliquer ce que c'est qu'une bitrack ladder, si tout le monde n'est pas familier avec ça ici. Donc, quand on est broadcaster vidéo comme Netflix, YouTube, Twitch, etc., on a une contrainte de bitrate en fait quand on envoie de la vidéo. Et donc, on a toujours un choix à faire entre soit envoyer beaucoup de pixels, donc une haute résolution, mais du coup, il va falloir beaucoup compresser la vidéo et ça peut être une perte de qualité, soit envoyer moins de pixels, mais avoir une meilleure compression en fait. Et donc, ce qu'on voit ici, en courbe bleue, ce sont les différentes résolutions. Et on voit que à chaque fois, on a des résolutions plafonnes, c'est-à-dire que même si on augmente beaucoup le bitrate, il y a toujours un niveau de détail maximal que peut afficher une résolution. Et au contraire, cette partie inclinée-là dit que même si la résolution peut permettre beaucoup de détails, il n'y a pas de bitrate, on perd vraiment de la qualité de l'impression. Et donc l'idée, c'est d'étudier toutes les différentes résolutions possibles pour voir laquelle donner au maximum des distorsions, quoi. Donc ce qu'il y a ici, c'est le bitrate ladder de YouTube, qui est dit statique, puisqu'en fait, il conseille, c'est des guidelines assez générales, quoi, pour telle résolution, tel bitrate. Mais en fait, ce qu'on va voir dans la suite, c'est que faire une seule bitrate ladder pour toute une vidéo, c'est pas une très bonne idée, vu que ça dépend beaucoup du contenu des vidéos. Donc là, par exemple, on a tracé beaucoup de bitrate ladder. Ça, c'est un dataset qui appartient à NITSA, hein, donc beaucoup de vidéos 4K. Et ce qu'on peut voir, c'est que il y a une grande diversité de qualité qu'on puisse obtenir, et puis surtout de bitrate qui est nécessaire. Donc il n'y a pas qu'une seule bitrate ladder type, ouais, ça dépend vraiment du contenu et du contenu vidéo. Donc s'il y a beaucoup de mouvements dedans, évidemment, si c'est une image fixe ou mobile, ça prend pas de place à encoder, donc elle peut vite avoir une très bonne qualité, mais s'il y a énormément de mouvements, si c'est une scène d'action ou du zoom, etc., il va falloir plus compresser la vidéo pour qu'elle tienne dans les flux. Et ça tient aussi de ce qu'il y a dans la vidéo en termes de couleurs, de textures, de détails, etc., du format des pixels. Donc, je m'appuie sur les travaux d'un doctorant qui est docteur maintenant, qui était là il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Annette Elili, et qui a fait sa thèse sur un algorithme de prédiction de bitrate ladder, c'est-à-dire qu'on ne va pas la calculer pour chaque vidéo, mais on va essayer de la prédire avec des liens. Et notamment, il a fait un benchmark donc en passant plein de méthodes différentes d'IA qui existent pour essayer de voir lesquelles sont les plus performantes en prédiction de bitrate ladder. Donc, ce qui nous intéresse, nous, en entrée, la vidéo, quoi. Et en sortie, surtout, donc, ce qu'on appelle les points P1, P2, P3, là, qui sont juste l'intersection entre les différentes résolutions sur la bitrate ladder et qui va nous permettre de justement savoir quelle va être la meilleure résolution pour un débit donné. Et donc, ça, il le fait par IA en d'abord sortant plein de caractéristiques de la vidéo. Donc, comme je dis, c'est des informations spatiales, temporelles, la couleur, etc. Et donc, il y a plus de 60 features qui sont extraites comme ça. Donc, ça, c'est pour la prédiction. Et donc, moi, mon rôle, les plus suivants, c'est d'essayer de faire un peu de communication autour de ça et de pouvoir permettre de faire la démonstration de ce qu'est une bitrate ladder et de comment on en parle, comment on le montre. Donc, j'ai fait 2 choses principalement. Donc, déjà, j'ai pris des mesures sur un dataset qui sont les vidéos de Netflix. Et donc, j'ai fait un logiciel qui permet d'afficher les courbes et de les voir au cours du temps, surtout. Et j'ai aussi fait un comparateur vidéo qui permet de comparer les différentes résolutions, différents bitrates. Donc, d'abord, en ce qui concerne la prise de mesure, c'est juste, j'utilise des librairies FFmpeg, donc qui permettent de travailler avec la vidéo. Il y a des scripts bash, donc pour automatiser, on prend une vidéo, on fait plusieurs segments temporels de la vidéo pour extraire les scènes qu'on veut. Ensuite, je fais le downscale dans toutes les résolutions qui nous intéressent pour justement voir les paliers de la bitrate ladder. Ensuite, l'encodage, donc pour tous les bitrates qui nous intéressent, ça c'est le niveau 3 de la bitrate ladder. Ensuite, on upscale et on fait le calcul de PSNR et SSIM pour l'instant, donc c'est juste
la somme des carrés des erreurs pixel à pixel. Il y a d'autres métriques qui existent et qui vont nous intéresser par la suite, mais pour l'instant, c'est essentiel. Et donc pour la visualisation, j'ai juste codé une page en HTML, JavaScript en fait, donc qui permet d'afficher les données brutes, donc toutes les valeurs de PSNR que j'ai pour tous les bitrates de résolution, et ensuite de faire l'interpolation entre les différents points, donc calculer l'intersection entre les cours pour savoir où sont justement les meilleures résolutions. Et donc après, il y a un peu d'interfaçage pour que l'utilisateur puisse les voir. Il y a aussi les aperçus du segment vidéo. Et ça permet comme ça d'avoir trois courbes en fait, qui sont les trois projections d'un graphe 3D qui faut avoir en compte en fait. Et donc là-dessus. Donc ça, c'est le premier des graphes qu'on va voir, c'est justement la bitrate ladder. Donc il y a un peu de couleur pour les différentes résolutions, Ultra HD, Full HD, HDSD. On voit nos points P1, P2, P3 qui sont placés. On voit le débit cible auquel on est, qu'on peut déplacer pour voir où est-ce qu'on est sur la courbe. Et surtout la prédiction, donc en fonction du débit, de quelle sera la meilleure résolution. Donc c'est juste le maximum. Et ça, on peut le voir sur l'enveloppe convexe qui est tracée après. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse quand on trace une bitrate ladder. Et les graphes suivants, du coup, c'est en fonction du temps. Donc c'est cette bande-là de meilleure résolution prédite. Mais là, c'est pour plein de segments, il y en a à peu près 70 que j'ai calculé. Et donc, ça, c'est bien comme graphe, parce que ça permet de voir vraiment que la bitrate ladder n'est pas fixe, quoi, qu'elle change beaucoup en fonction du temps. Ça permet même de voir quelles scènes sont similaires, où est-ce que sont les coupures dans la vidéo. Et donc pour un bitrate cible, par exemple là, 1 mégabit par seconde, c'est cette bande noire au milieu, on voit toutes les résolutions qui sont traversées. Et donc si je voulais faire la vidéo vraiment avec la qualité optimale, il faudrait que j'encode dans toutes ces différentes résolutions. En fait. Et donc ça, c'est intéressant. Donc le graphe qu'on a vu en haut. Et troisième type de graphe, oui, c'est voir la qualité en fonction du temps, en fait. Parce que là, on voit quelle est la meilleure résolution. On ne sait pas vraiment trop ce qu'on gagne comme qualité. Et par exemple, même si là, pour le troisième segment, par exemple, l'UHD, c'est la meilleure, en fait, c'est pas beaucoup. Alors que pour d'autres scènes, typiquement celles qui sont sombres ou proches du noir, on gagne énormément de PSNR. Et donc, ce qu'on peut remarquer, justement, d'intéressant, c'est qu'à très haut débit, c'est souvent la 4K qui va être la meilleure. Plus on a de pixels, le débit, on en profite, quoi, donc ça permet d'afficher plein de détails. Et inversement, qui passe à la vidéo suivante, si on utilise un débit beaucoup plus faible, donc là c'est ridicule, c'est 300 kbps par seconde, on voit qu'en fait la 4K devient mauvaise, en fait, il ne faut même pas l'utiliser vu que les erreurs de compression vont faire qu'elle va beaucoup plus dégrader la qualité et que c'est surtout la SD qui nous intéresse. Donc voilà, pour l'intérêt, j'en ai un peu parlé. Donc ce genre de graphe permet de voir toutes ces choses. Que la bitrate ladder est vraiment dynamique, quelle résolution choisir en fonction de ce qu'on veut en termes de qualité de bitrate, etc. Et en ce qui concerne du coup la deuxième partie, donc le comparateur vidéo, donc là aussi j'ai simplement fait une page HTML et JavaScript avec deux lecteurs vidéo qui sont synchrones du coup, et qui permettent de lire tous les fichiers que j'ai encodés pour faire les mesures. Donc il y en a à peu près 200. On peut sélectionner les différents segments temporels, la résolution et le bitrate pour pouvoir vraiment comparer. Parce que là, on a fait au PSNR, bon, c'est une mesure mathématique, mais c'est pas forcément parlant pour le spectateur. Là, on peut vraiment voir la différence entre les vidéos. Et donc, ça donne ceci. Donc, il y a une ligne démarcatrice entre les deux vidéos qu'on peut bouger à loisir. La sélection des différents bitrates et résolutions, et bon, des contrôles de vidéo habituels. Et donc, on peut vraiment voir la différence entre les deux. J'ai fait exprès de mettre un bitrate pourri à gauche pour ça, qu'on puisse le voir sur diapo. Je ne sais pas si c'est flagrant. Peut-être sur la diapo suivante, donc là, c'est en zoom, on peut zoomer sur la vidéo. Donc là, 4K à 500 kbps par seconde, c'est complètement détruit. Hein. Et il y a un autre point. Là, il y a le suivant aussi. Bon, voilà. Après, bon, c'est un peu extrême comme exemple, mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment essayer de chercher où sont les différences de colorimétrie, de détails, à quel endroit.
Voilà. Et suivant. Et donc pour la suite, pour l'instant j'ai fait des mesures en dur, quoi, donc ça a pris du temps de calcul et j'ai la vérité de terrain en gros. Et pour revenir à l'algorithme de prédiction de Metelli avant, dans la suite j'aimerais justement pouvoir utiliser cette IA pour pouvoir prédire les points P1, P2, P3 et qu'on puisse comparer à la vérité de terrain et afficher la différence sur du coup les vidéos Netflix qu'on a choisies. Et normalement il doit m'envoyer les scripts cette semaine. Et comme c'est aussi plus rapide de faire la prédiction, il y a peut-être moyen qu'on passe. Alors, temps réel, je ne sais pas, mais évidemment qu'on soit beaucoup plus rapide et peut-être qu'on puisse faire une démonstration en live plutôt. Et voilà où on est mon stage pour l'instant. Je vous remercie. On a des questions. J'en ai une première petite. Tu l'as peut-être dit, mais les segments, du coup, ils sont découpés comment? C'est juste une base de temps ou il y a une tentative de connaître des scènes? C'est juste une base de temps. En fait, on travaille avec les vidéos décodées, donc elles sont agrégées. Donc, il y a moyen de savoir quand est-ce qu'il y a des changements de scène seulement si on utilise des histogrammes. Enfin, pour vraiment faire l'analyse, c'est du traitement supplémentaire, donc on a juste pris une base de temps. Sinon, il y a au début, quand on utilisait encore des vidéos encodées, là, on peut couper sur les iframes, mais c'est pas forcément la bonne scène, etc. Donc, je suis juste resté sur une base temporelle. Et au moins que tous les segments aient la même longueur aussi, ça c'est important, parce que ça va changer les valeurs de PSNR qui ne sont pas comparables entre les différents segments. C'est 2 secondes, non, c'est ça? Ça, c'est 3 secondes. Ouais. Après, si j'ai bien compris, ton CNN, il analyse aussi des features temporelles. Oui. Et donc, notamment, il peut voir un changement de scène. Il peut utiliser en input pour découper la vidéo en temps. Oui, j'ai pas le code de ça pour l'instant. D'accord. Je pensais l'avoir. Et il marche en 2 parties. Il y a une première partie qui fait les features d'extraction, d'avoir tous les différents paramètres de la vidéo, et après une deuxième partie qui utilise ça pour faire la prédiction des points. Là, sur les exemples, c'est un petit peu caricaturaux. Tu as pris la 4K avec des binaires d'un débit monstrueux. Est-ce que tu as essayé aussi de prendre pour des débits équivalents, mettre la 4K d'un côté avec un débit nul et une SD avec un débit nul? Et ça, on arrivait quand même à avoir la différence? Oui, la SD, elle est plus fou. Et elle a toujours une colorimétrie un peu verdâtre. Mais les artefacts de compression de la 4K à bas débit, ils sont beaucoup plus horribles que les SD. Ça aurait été intéressant à montrer, je pense, en fait. Oui, ouais. Après, je me suis dit peut-être sur Diapo, ça se verra moins, quoi. Ouais. On se posait la question, Philippe, pour nous le dire si elle a vu la différence avec la compression Zoom. Oui. C'est bizarre la colorimétrie, d'ailleurs, ça tire vachement sur le rouge quand même, sur la partie gauche qui est très compressée. Oui. Il y a vraiment une grosse différence. C'est vert. Ouais, c'est plus gris. Est-ce qu'il y a un problème sur les codecs là-dessus non, c'est juste 4K à 500 kilobits. Non, mais même, pour moi, si je fais un aplat, les aplats, ils devraient regarder à peu près la couleur moyenne, alors que là, clairement, à gauche, c'est rose, quoi. Ouais. Alors qu'à droite, c'est vert. C'est une illusion d'optique, ça. Tu penses? Non, c'est gris, je pense. Tu vois, c'est le même gris en moyenne, si on le filtrait en aéromètre, je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'il y a un. Ça donne une impression de là où je suis, c'est gris. Nous, on peut la dire en rose. Le changement de. Le changement de couleur, c'est rosé. Peut-être YUV, ouais, je sais pas. J'allais dire peut-être la teinte, si tu la mets à 0, c'est rouge. Est-ce que ça serait ça? Il y a beaucoup de quantification. Ouais, c'est ça. Ils ont tendance à ramener vers le rouge, donc je sais pas. C'est UV quand même. Puis est-ce qu'il y a des vidéos extrêmes qui permettent de tester justement des cas un peu extrêmes avec du bruit, de la neige qui tombe, des trucs Oui, là c'est donc un dataset, pas un dataset, un exemple vidéo proposé par Netflix. Il y en a d'autres, il y en a dans des fêtes foraines, dans des bars, dans des trucs. On peut avoir toutes sortes de vidéos tests, qui soient avec beaucoup de mouvements, peu, la couleur, etc. Donc j'ai fait plusieurs mesures sur des tests, mais la vidéo où j'ai fait le plus de segments, en fait, c'est celle-là, quoi. Qui s'appelle Meridian, qui est pour le HDR, c'est pour ça qu'elle est un peu grise. J'ai une question de curiosité sur le graphique avec les temps de secondes, là.
On voit des fois qu'il y a des sauts de résolution où il manque le rose. Oui, Est-ce que tu pourrais expliquer? Est-ce que c'est des vidéos qui ont un aspect vraiment particulier qui fait que cette résolution est moins bonne dans le layer Mitraille? alors ça c'est un peu compliqué à dire, j'ai pas regardé tous les segments. Après, ce que c'est que là je parle des 3 points P1, P2, P3 depuis le début, mais en fait ils n'existent pas forcément, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, enfin ça dépend comment se recroisent les points en fait. Euh, C'est quand même assez contre-intuitif. oui. Enfin, je ne ressemble pas forcément à la figure que tu as montrée au début, quoi. Si, mais alors, si on peut passer sur la liste de la première distraction. Mais ça ressemble pas à ça. Mais ouais, voilà, ça, il y en a. On garde toujours l'allure des 4 choses qui se croisent. Et après, c'est sûr que des fois, selon la texture de la vidéo, il y a certaines photos qui peuvent monter en qualité énormément, d'autres s'affaisser complètement. Elles peuvent être plutôt là, plutôt là-bas. Enfin, comment dire. Il y a vraiment une grande variété de possibilités. Après, je ne saurais pas dire exactement ce qu'il y a. Après, il y a aussi, comme on a dit, c'est des segments temporels. Il peut y avoir un changement de scène à l'intérieur du segment. Donc, c'est pas forcément uniforme à l'intérieur du segment non plus. Enfin, je sais pas. Par curiosité, les segments Netflix, vous avez des droits dessus? C'est les vidéos qui sont proposées aux chercheurs. Ok. C'est sûr. Ok, d'accord. C'est pas la pièce qui sont ouverts par les plus. Ah, ok, je savais pas. Ok. Oui, c'est pas, j'ai pas pris. Moi, je ne juge pas. Hein. Justement, ouais, c'est les bonnes vidéos pour faire des démos Qui sont 100% utilisés sorties. pour certains, il y a certains qui sont utilisés en temps de réalisation. En fait, il y a des séquences de standards qui viennent de ce dataset. D'accord. Ouais, ils ont tout intérêt. Mais du coup, dans le visualisateur que tu as fait avec les deux paires côte à côte, tu peux choisir donc différents taux de compression. Oui. C'est des fichiers qui sont déjà encodés comme il faut ou ils sont décodés comme ça à voler avec un. Non, bah, c'est pour faire les mesures. En fait, j'ai le base, donc les segmentés, etc. Ça me fait plein de fichiers. Ouais. Donc après, j'ai juste le traçage des courbes, ça c'est juste l'exploitation des données, c'est des fichiers texte, ça pèse de rien. Par contre, la vidéo, du coup, va lire tous les différents segments vidéo qui ont été encodés. Donc c'est les vidéos encodées, ouais, qui sont au format MP4 pour être lues par le lecteur HTML. Et ouais, elles sont encodées. Ok.